Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec les résultats qui vont vous être présentés en deux temps. D'abord, descriptivement un peu quelles sont les paroles, quels sont les mots. C'est quand même intéressant de savoir ce que toutes ces personnes interrogées nous ont dit. Et puis ensuite, véritablement, quels sont les facteurs, quels sont les leviers d'action pour travailler sur ces stéréotypes. Je vous dirais, sans manger le suspense, que la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des leviers pour l'entreprise pour justement déconstruire ces stéréotypes. Parce que vous allez voir que dans les résultats que nous allons vous présenter sur les stéréotypes de genre, finalement, l'entreprise n'est pas responsable et ça n'est pas au moment de rentrer dans l'entreprise que ces stéréotypes qu'ont les hommes et les femmes se construisent. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus ancien et qui dépasse clairement le cadre du travail, qui est lié à l'éducation, aussi bien à l'école que l'éducation dans la famille, les médias, la publicité. Donc c'est vrai que l'une de nos interrogations était de se dire, on est sur un phénomène qui dépasse tellement le cadre de l'entreprise que est-ce que finalement, il existe des leviers pour elles pour arriver à travailler dessus, les rendre plus positifs et surtout limiter leur impact. Donc la bonne nouvelle, c'est que oui, on verra ça en fin de présentation. Alors, on va commencer basiquement par la structure de la population. 1602 personnes, on vous l'a dit, qui ont commencé le questionnaire, 908 qui l'ont fini. Un âge moyen homme-femme qui est à peu près équivalent. Et puis une population qui est vraiment équilibrée entre hommes et femmes. Alors, le premier constat qui nous a quand même interrogés, c'est de se rendre compte que dans l'échantillon, on a beaucoup plus de femmes célibataires et donc par définition beaucoup moins en couple. La différence, elle est quand même assez intéressante parce qu'elle n'est pas anecdotique. On a 88% des hommes qui déclarent vivre en couple et 71% des femmes qui en font de même. Et si on regarde comment ça se distribue, alors c'est tout à fait lié évidemment avec le nombre d'enfants, on est à avoir des enfants ou pas, on est quand même encore à 9 points de pourcentage d'écart entre les hommes et les femmes. Donc c'est quand même un constat qui nous a interrogés avec différentes façons d'y réfléchir, mais bien sûr, on ne va pas interpréter de façon directe ces différences-là, mais ça nous a un peu interrogés. Oui, donc c'est quelque chose qui est ressorti également de manière assez importante dans les entretiens que nous avons pu mener, en particulier avec des managers et des cadres dirigeantes. Si tu peux juste... Voilà. Je vous ai mis un verbatim qui illustre un petit peu quelque chose qu'on a beaucoup pu entendre. Une femme qui nous a dit, pour un homme manager, c'est mieux vu d'être marié, et pour une femme manager, il vaut mieux être célibataire. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui a pu ressortir de manière assez récurrente dans les entretiens, c'est-à-dire ce sentiment qu'ont certaines femmes managers d'avoir un choix à faire entre avoir une vie familiale ou avoir une carrière avec des responsabilités dans l'entreprise. Et c'est un phénomène qu'on n'a pas du tout retrouvé chez les hommes qui n'ont pas le même sentiment. Donc, sur les facteurs d'explication, alors effectivement, sans extrapoler, il y a plusieurs choses qui sont ressorties dans le cadre des entretiens. Il peut y avoir effectivement un frein à la promotion ou au recrutement de femmes qui ont des enfants qui sont en bas âge pour des questions d'anticipation négative sur leur disponibilité, où on se dit qu'une femme qui a des enfants en bas âge, finalement, sera peut-être moins mobile, moins disponible, et donc éventuellement, on pourra lui préférer le profil d'une femme célibataire et sans enfants. Il y a donc du coup la question peut-être qu'elle s'impose aussi ce choix-là, ou qu'elles n'ont pas le temps d'arriver à mener de front les deux. Et puis, il y a peut-être également aussi la question de la répartition des tâches au sein du foyer, avec le fait que c'est plus facile pour un homme d'arriver à concilier sa vie familiale et des responsabilités en entreprise. Je ne crois pas que c'est un résultat qu'il faille surinterpréter. En revanche, c'est un point de vigilance. Je crois qu'aujourd'hui, vraiment, un résultat très transversal de toute cette étude, c'est de montrer les passerelles très fortes aujourd'hui qui existent entre vie professionnelle et vie privée. Et c'est de plus en plus vrai à mesure que des changements profonds se jouent dans le cercle privé. Donc voilà, je pense que c'est un point de vigilance qu'il faut avoir en tête dans sa gestion de carrière. Alors, pour ce qui est de la structure de la population, on va vous donner quelques éléments sur la méthode qualitative, puisqu'il y a aussi un volet qualitatif à cette étude. Donc on a rencontré, comme je vous le disais tout à l'heure, près de 200 personnes en entretien individuel et collectif. Donc on a vu des hommes et des femmes. On a également vu des non-cadres, des managers, des cadres dirigeants, hommes et femmes toujours, pour les interroger sur leur parcours, sur la façon dont ils percevaient l'égalité homme-femme dans l'entreprise. Et c'est vrai que ça a été très très riche pour pouvoir aussi exploiter les résultats des questionnaires. Alors les objectifs des entretiens étaient vraiment de recueillir la perception des salariés sur ces sujets-là. Il faut quand même garder en tête que l'intégralité de cette étude, que ce soit du questionnaire avec des chiffres ou des entretiens, relève de la perception. Donc il peut y avoir un décalage entre la réalité et la perception, mais c'était vraiment l'objet de notre étude de savoir comment les choses étaient vécues.
Alors, pour ce qui est d'un premier volet, on va dire de la perception des relations hommes-femmes, très clairement, factuellement, on constate que les femmes qui sont interrogées, je vous rappelle que tous les participants sont en position de management, que les femmes managent des équipes plus restreintes que les hommes, 31 personnes contre environ 48, et du coup qu'elles ont, mais ce n'est pas une nouveauté, moins de modèles, c'est-à-dire qu'elles ont une difficulté. On voit que seulement 8% des femmes ont une femme au rang supérieur. Ça veut dire qu'il y a cette carence identificatoire, pour le dire de façon un peu complexe, mais il y a une difficulté à se projeter parce qu'au-dessus d'elle, il manque de modèles, il manque de personnes qui peuvent incarner une possibilité de s'identifier, de se projeter dans ce passage au-delà du plafond de verre. Donc ça, c'était un élément assez important. Et donc, c'est effectivement quelque chose qui est également ressorti dans les entretiens, où par exemple, on nous a dit que c'est dur de se projeter sur des projets quand il n'y a jamais eu de femmes à ces fonctions-là. Donc, il y a toujours effectivement cette interrogation des femmes de se dire, est-ce que je suis légitime pour ce poste? Est-ce que du coup, c'est un poste qui est pour moi? Et ça explique en partie la question des phénomènes d'autocensure. Alors, un des éléments aussi qui nous a particulièrement marqué, c'est que 53% des femmes managers pensent que les femmes qui accèdent à des postes de cadre dirigeant finissent par se masculiniser. Et donc, on les a interrogées aussi sur la manière dont ça se manifestait. On est beaucoup sur cette question du surinvestissement professionnel, de la dureté aussi, où on nous dit que les femmes, finalement, cadres dirigeantes deviennent encore plus dures que les hommes dans leur manière de manager. Parfois même, elles sont plus sévères à l'égard des autres femmes que ne le pourraient l'être des hommes, parce que ça a été compliqué pour elle, et donc du coup, effectivement, elle ne laisse pas la chance aux autres femmes. Et donc, ce qui va poser un vrai problème en termes de rôle modèle et d'identification, c'est que ces femmes cadres dirigeantes qu'elles perçoivent comme étant masculines ne leur font pas envie. Très clairement, elles ne s'identifient pas et elles ne souhaitent pas leur ressembler. Et on verra dans la deuxième partie sur les facteurs comment cette perception de la masculinisation des femmes cadres dirigeantes peuvent impacter les stéréotypes.